Maman Véronique. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci aussi à vous qui vous abonnez, vous qui partagez, vous qui êtes engagés d'une manière ou d'une autre dans la sincérité de cette lutte. Le plus important dans cette lutte, c'est la sincérité. La sincérité dans ce que nous faisons. Oh bon, je vais répondre aussi à la question de... Je vais répondre à la question d'un ami qui a demandé... Alors, la réponse d'un ami qui a demandé... merci pour tout, quoi. Bon, il y a... ça veut dire quoi, j'aide? En fait... Sur le profil de la page, je vais faire une vidéo démonstrative ou bien explicative de la page J'aide Kwale. J'aide Cameroun. Je m'excuse. Mais J'aide Cameroun dit déjà tout. Quand vous prononcez J'aide, lorsque vous dites J'aide, ça veut dire quelque chose. N'est-ce pas? Donc, le plus important, c'est l'assonance, c'est comment ça sonne. J'aide Cameroun. En fait, c'est une page que j'ai créée il y a déjà plusieurs mois, très longtemps, mais que je n'ai pas utilisée pour les lives. Mais le concept, c'était J-E-D. J'aide qui veut dire jeunesse, éducation et développement. Parce que j'ai compris, ou bien j'ai fait le constat que 80% de la population camerounaise qui a soif et qui en a vraiment besoin, c'est une population qui est très jeune et qui veut et qui est supposée se développer. Elle a besoin de nouveaux objectifs, elle a besoin de nouvelles perspectives et en même temps elle a besoin, pour qu'elle puisse réaliser cette perspective, il faut qu'elle soit éduquée. Et l'éducation n'est pas simplement l'éducation formelle. C'est pas simplement l'éducation formelle qui va à l'école, assis sur un banc. Il y a aussi l'éducation informelle. L'éducation informelle, c'est celle qui nous enseigne à prendre conscience de ce pourquoi on va à l'école. Donc, moi, je suis beaucoup plus axé dans l'éducation informelle. Celle qu'on ne prend pas au premier degré. Celle qu'on ne considère pas à première vue, à première écoute. Celle qu'on néglige en général au Cameroun. Mais c'est l'éducation qui a le plus d'impact dans notre façon de percevoir la politique, de percevoir le monde, de percevoir notre environnement. Et mon travail, c'est un peu ça. C'est quoi? C'est apporter, mettre en exergue l'éducation informelle. De nous faire découvrir de manière informelle ce qui nous éduque à nous comporter de cette façon. D'être dans une servitude volontaire comme nous sommes actuellement au Cameroun, dans la servitude volontaire. Donc, c'est un peu ça. J'aide, c'est jeunesse, éducation et développement. Donc, c'est à partir de là que j'aimerais travailler. C'est dans cette atmosphère que j'aimerais continuer. Et c'est un concept que j'ai créé il y a plusieurs mois déjà, peut-être plus de 2-3 ans. Mais je ne l'ai pas utilisé parce que j'avais besoin d'abord d'acquérir l'attention. Comme je vous l'ai dit, j'avais besoin d'attention. J'aime les gens, je recherche l'attention. Je cherche les gens qui m'écoutent. Les gens qui prennent attention à moi. Parce que j'ai à dire, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'être écouté. C'est pas vraiment facile d'avoir de l'attention aujourd'hui, ou dans un monde où l'attention est découpée en petites parties, quoi. Vous comprenez, en petites parties. Et c'est pas très facile. Donc, sur mon profil, j'avais besoin d'attention. J'avais besoin des gens, de peuple camerounais qui est axé à l'écoute, qui peut écouter, qui est prêt à ouvrir son oreille à ce que je dis. Parce que je savais aussi que ce que je vais dire, ou bien ce que j'approche, ma façon à moi d'approcher le combat, allait être très complexe pour les Camerounais.
pour le conscient collectif camerounais, qui a une certaine façon de faire, de voir les choses. Donc j'avais d'abord besoin d'attention, même de 2, 3, 5, 6 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Maintenant que je les ai, je peux amener les 20 personnes dans la classe supérieure. Alors la classe supérieure, c'est GED. C'est ma page où ceux qui ont l'envie de pousser un peu plus dans le travail politique, dans le travail conceptionnel de la politique, dans le travail spirituel personnel, dans le développement personnel, dans l'ouverture à d'autres nouvelles façons de voir les choses, peuvent s'approcher là-bas. Maintenant, ceux qui n'ont pas besoin de ça, qui pensent qu'ils ont déjà évolué, qui pensent qu'ils sont déjà vraiment bien calés dans la politique, peuvent aller faire ailleurs. Hein? Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci parce que vous avez adhéré. Bon. On va suivre d'abord encore du... Ça, c'est du dernier Valsero. Ce que j'apprécie dans le son de Valsero, dans cette musique, c'est la capacité de re-questionner la perception même de la gouvernance au Cameroun. Valsero ici pousse le bouton au bout. Valsero ici, il va dans la provocation. Valsero ici n'essaye pas de rester dans le correct politique. Il va et dit des choses que tout le monde pense tout bas, mais a le courage de dire ça tout haut. Et j'aimerais vous rappeler que j'ai fait les classes de terminale avec Valsero. Valsero et moi, on a passé les après-midi à faire du rap. Valsero et moi, bon, peut-être Valsero se rappelle un peu de moi. On était tous au lycée Leclerc. S'il m'écoute, il saura de quoi je parle. Et on avait déjà cette perception des choses. Une perception un peu plus révolutionnaire. Une perception un peu plus révolte des choses de la vie qui se passait autour de nous. Et Valsero est resté dans ce genre de personne. Il est resté ce genre d'être qui a la capacité de se révolter. Il s'est révolté à ses parents parce que ses parents, c'est des personnes qui étaient vraiment institutionnelles. Je connais ses parents, je connais sa famille, je connais son petit frère. Je l'ai même rencontré déjà en Allemagne plusieurs fois. Et c'est des gens un peu trop carrés. Et Valsero est sorti des carrés, il est sorti des murs, il est sorti des limites. C'est quelque chose que j'apprécie chez ce monsieur, ce jeune garçon, ce jeune Camerounais. Et je ne suis pas différent de ça. Moi aussi je suis comme ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas me mettre dans un carré. Vous ne pouvez pas dire ce mec c'est un intellectuel, ce mec c'est un artiste, ce mec c'est un révolutionnaire, ce mec c'est un activiste. Vous ne pouvez pas me mettre dans un carré. Pourquoi? Parce que j'ai une capacité créative de faire mes choses. Lorsque je suis en train de travailler pour les affaires intellectuelles, je suis très intellectuel. Lorsque je suis en train de m'amuser dans la musique, je suis vraiment musical. Et que je ne sais pas faire les mélanges. Et lorsqu'il s'agit de politique, je suis vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire que j'ai des pensées vraiment révolutionnaires. Je ne sais pas faire les demi-mesures. Je n'arrive pas à me tromper moi-même dans les choses que j'entreprends. Donc, c'est un peu le lien que nous avons. C'est une même génération. On était au lycée Leclerc ensemble. Et bravo, bravo pour ce opus qu'il a sorti, pour ce son. Il a dit ce que je pense vraiment. Moi aussi, je pense qu'il est mort. Maintenant, je n'ai pas les raisons médicinales ou bien quoi scientifiques pour l'approuver. Mais je sais comment les vivants se comportent. Et monsieur
Biya ne se comporte pas. Politique est très ouvert. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup ce morceau, parce que ce morceau ouvre la réflexion. Ce morceau provoque la mentalité, provoque la culture politique, provoque la façon de percevoir la politique au Cameroun et la situation politique actuelle du Cameroun. Bonsoir à vous tous, content de savoir que vous êtes là. Bonsoir à tous ceux qui se sont abonnés à cette page. Bonsoir à ceux qui ont pris conscience que J'aide Cameroun est une page qui existe. Bonsoir à tous ceux qui se sont activés à s'abonner, à agir, parce qu'ils ont fait confiance à qui je suis. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Donc, ce soir, j'aimerais partager un moment de plaisir avec vous, un moment de réflexion, un moment de perception, un moment de consécration de la politique, de la vision politique du président élu Maurice Kamto, de notre propre vision politique qui s'accorde avec la sienne, et conscient et content de savoir que vous êtes là, nous allons commencer. Bon, et il s'est passé quelque chose dans la semaine. Nous avons la mort du Camerounais Monsieur Peck, donc sous le nom de... il s'appelait comment? Peck, c'est Peck. Je le connais beaucoup plus sur Peck, mais c'est son vrai nom en fait, c'est qui? Donnez-moi son vrai nom, c'est... Il s'appelait... Christian, non, pas Christian. Dites-moi, la mort de ce monsieur. Peck, c'est le nom que je connais, c'est le diminutif de ce monsieur que je connais. Paul-Éric Kingé. Merci, merci, merci. Oh, ils sont nombreux avec les diminutifs. Paul-Éric Kingé qui est mort cette semaine. Et le constat que j'ai fait sur M. Paul-Éric Kingé pendant qu'il vivait, c'est que M. Paul-Éric Kingé a été un bouffon. M. Paul-Éric Kingé a vécu comme un bouffon. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vécu sa vie dans l'ignorance de la souffrance. Il n'a pas pris conscience de la souffrance. Moi, je suis habitué qu'au Cameroun, quand quelqu'un meurt, on dit de belles paroles. Et c'est normal, ça, c'est stupide de dire de mauvaises paroles pour un homme qui est mort. Je veux dire que quand quelqu'un est mort, même si c'est votre ennemi, c'est stupide de dire qu'il a été le pire des ennemis, qu'il a combattu. Ça, c'est très stupide. Parce que ça n'a pas d'approche, ça ne fait pas avancer la vie des vivants. Mais je n'ai jamais été d'accord pour le fait que tous les vivants qui sont morts doivent être traités de la même façon, en termes de mémoire. Donc pour moi, M. Peck, je ne l'ai pas connu personnellement. J'ai fait des vidéos sur M. Peck à la sortie il y a en 2018 où il annonçait les prises des ambassades. Quelques semaines après, j'ai fait des vidéos pour dire c'était pas sérieux ces sorties. Parce que ces sorties avaient l'impression de préparer le conscient collectif aux prises des ambassades. C'était parce que moi je peux pas comprendre, j'ai des amis, on fait un plan ensemble, si même on faisait un plan ensemble, si même Peck faisait le plan ensemble avec le président élu Maurice Kamto sur la prise des ambassades, le fait que Peck, à la veille des marches, se lève, va parler aux chaînes de télé, à Tchouta, il a appelé notre frère Tchouta qui est en prison actuellement, il appelle Tchouta et puis il commence à raconter un tas de choses, comment les ambassades, ça c'était à la veille. Et je n'ai pas trouvé ça ok. Pourquoi? Parce que ça prouvait déjà à l'avance que c'est pas quelqu'un qui avait vraiment, qui avait un intérêt à ce que les choses aillent dans le sens du changement véritable. Parce que
Je ne suis pas pour la guerre, je ne suis pas pour les armes, je ne suis pas pour les prises des ambassades. Et je l'ai toujours dit, je ne suis pas pour ça. Mais lorsque même le leader politique et M. Peck auraient pris cette décision, M. Peck ne pouvait pas sortir la veille pour le faire. Donc pour moi, c'était déjà un plan, pour moi, c'était déjà une façon de se présenter. Et le lendemain de ça, j'ai fait un live où j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Et que la sortie de Peck n'était pas une sortie politique, ce n'était pas une sortie, pas politique, ce n'était pas une sortie amicale, c'est pas une sortie qui vient soutenir quelque chose, c'était une sortie qui venait préparer les Camerounais à quelque chose. Maintenant, M. Peck est parti en prison, et je l'ai encore expliqué dans un de mes lives que les gens vont en prison, pas parce que, forcément, dans une dictature, les gens ne vont pas en prison parce qu'ils ont volé. Les gens ne vont pas en prison parce qu'ils ont des malfrats. La dictature, dans chaque État, il y a ce qu'on appelle les services secrets. Les services secrets, ce sont des organisations, c'est une organisation de personnes capables de faire des choses pour apporter des informations au régime en place. Et c'est même pas seulement dans une dictature, même aux États-Unis, en France, en Chine, en Russie, il y a ce qu'on appelle les services secrets. Les services secrets, c'est c'est une organisation dans le gouvernement qui permet à capter les informations d'une manière ou d'une autre. Et les mecs des services secrets, je l'ai dit il y a plusieurs mois déjà, au lendemain des élections, au lendemain des sorties de M. Peck, que la façon dont M. Peck parlait, pour moi, c'était la façon dont un agent des services secrets parle. Vous allez quelque part, vous causez avec le groupe de dealers de drogue ou des bandits, ou je sais pas quoi, et vous revenez, et vous sortez tout ce qu'ils ont dit. Monsieur Peck, pour moi, donc était ça. C'est quoi? C'est que il est allé en prison, à mon avis, ce n'était pas parce qu'il devait faire la prison, parce qu'il avait volé, parce qu'il avait marché. Lui-même, il a dit. Il n'est pas allé en prison parce qu'il a marché ou il a volé. Monsieur Peck est allé en prison, à mon avis, pour continuer le boulot des services secrets. Et dans les États, il faut que vous compreniez ceci. Dans les États dictatoriaux, dans des pays dictatoriaux, il y a le service, il y a un travail qu'on appelle les services secrets qui est rentable pour beaucoup de personnes. Puisque les États dictatoriaux africains n'ont pas les moyens pour avoir la technologie. En fait, pas qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'investissent même pas dans ça. Ils investissent dans le moins cher. Le moins cher, c'est qui? C'est ton oncle, c'est ton père, c'est le ministre, c'est le directeur, c'est ceci, cela, à qui on paie de l'argent pour avoir de l'information. On paie de l'argent pour avoir de l'information et qu'on sort. Et M. Peck a toujours travaillé, a toujours œuvré dans ce genre de choses. De connivence avec le régime pour rapporter de l'information. M. Peck va donc en prison avec le président élu Maurice Kamto et il ressort avec des informations. Les informations avec lesquelles il ressort ne sont pas productives pour le régime. Et les informations avec lesquelles il ressort ne sont pas des informations productives. On ne peut pas, à partir des informations avec lesquelles il ressort, culpabiliser un homme, trouver en cet homme quelque chose. Donc il faut une raison fondamentale, une raison, comment je peux dire, une raison d'État pour condamner un homme politique. Si vous dites un homme, vous dites que ok, l'homme politique avait couché avec une femme ou des enfants, mais il faut des preuves. Si vous dites que l'homme politique voulait faire la guerre et il voulait détruire, déstabiliser le Cameroun, il faut des preuves. Le problème avec M. Peck, c'est que quand il est allé en prison, il n'a pas trouvé dans sa vie avec le président élu Maurice Kamto. C'est pas pour rien qu'on l'a mis avec lui. C'est pas pour rien qu'on l'a mis avec... On a séparé Maurice Kamto et M. Mpenda Koka. On a séparé Maurice Kamto et Albert Zongan. On les a séparés.
On a laissé M. Peck et Maurice Kamto. Et à sa sortie, il n'a rien trouvé. Il était donc obligé, M. Peck était obligé d'inventer des histoires libidineuses. Je veux dire, des histoires de soubassement, des histoires enfantines, des trucs pour pouvoir contenir, pour justifier la raison pour laquelle il allait aller en prison. Parce que s'il sortait de la prison et que directement de la prison, il se retrouvait dans la rue en train de belles voitures, de belles vies et machin, vous aurez dit, mais il est là en prison, pourquoi les autres qui sont là en prison avec lui souffrent, continuent à périr et lui il est dans les belles voitures? Donc il était obligé de créer donc une histoire. Les histoires qu'il a inventées, les livres qu'il aurait écrits et les choses qu'il aurait faites contre, les choses qu'il aurait appris, la prise des États, ou bien le bombardement, la déstabilisation du Cameroun. Tout ça, c'était des inventions pour lui donner une certaine crédibilité dans l'opinion publique. Parce que l'opinion politique savait qu'il n'était pas crédible. Le régime Biya savait qu'il n'a rien rapporté comme information crédible. Et M. Kamto et la vraie résistance savaient qu'il n'a rien obtenu. Il était donc obligé. M. Pendabdon, je me rappelle, il a fait une interview où un journaliste allait le voir. J'ai même fait un reportage de cette interview et j'ai fait une critique de cette interview où j'ai trouvé que M. Pendekoka n'allait pas vivre longtemps. Ceux qui ont suivi cette interview, ceux qui peuvent encore se rappeler, je disais qu'il ne peut pas vivre longtemps. Il ne peut pas vivre longtemps, pas parce que j'étais un visionnaire. Non, c'est parce que M. Pendekoka, M. Peck avait un problème de respiration lorsqu'il parlait. Il avait un problème de santé. Ça se voyait que c'était un monsieur qui souffrait de problèmes congénitaux, des problèmes de corps, des problèmes de respiration, des problèmes physiologiques en fait. Pour moi, ça m'était clair que c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre longtemps. Parce qu'on lui posait la question, il avait il respirait d'une certaine façon, il tirait de l'air d'une certaine façon. Donc, et puis il mentait. Lorsque vous mentez et que vous êtes mal en forme, en général, vous ajoutez plus de problèmes à votre corps. Vous ajoutez plus de problèmes à votre psychologie, plus de problèmes à votre mental, plus de problèmes à qui vous êtes. Et la somme des problèmes peut créer des problèmes subites. Alors, M. Peck, cette semaine est mort. Et l'une des choses que j'ai observées, c'est quoi? C'est que la mort de M. Peck a été récupérée par des groupuscules politiques. La mort de M. Peck a été récupérée par ceux qui, entre guillemets, aimaient Peck et trouvaient Peck comme étant un homme politique de la bravoure et consort, mais aussi par ceux qui détestaient Peck. Mais sa mort a toujours été récupérée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ceux qui n'aimaient pas Peck, par rapport à ce qu'il a fait, trouvaient que Peck est en train de vivre, est mort parce que il aurait trompé le peuple. Et que le régime lui a payé. Que ça paye cash. Ça paye cash de tromper le peuple. Ça paye cash de tromper le peuple. Mais je vais vous faire comprendre, chers Camerounais, que la mort n'est pas une condamnation. La mort n'est plus une condamnation. Il y a 2000 ans, la promesse de la mort était un problème. Quand tu promettais la mort à quelqu'un, les pauvres de ce monde trouvaient la mort comme étant l'égalitaire. Les pauvres se disaient, je suis pauvre, mais le riche va mourir. Et lorsque le riche va mourir, de toute façon, sa richesse ne lui aura rien servi. La mort a toujours été comme étant comment on peut dire,
un buffer, un puffer. Ça veut dire que quelque chose qui atténuait la réalité. Ça consolait les pauvres. Ça consolait les misérables. Ça consolait les esclaves. Parce que l'esclave se disait le maître mortel. Le maître pour mourir. Et que le jour où le maître mourra, et que moi, esclave, je resterai vivant, alors il comprendra que ça n'aurait servi à rien d'avoir pillé le monde, d'avoir détourné, d'avoir affaibli, d'avoir fait ci. C'est toujours cette perception qui est restée. Cette vision religieuse du monde est restée dans notre esprit, que nous sommes devenus prisonniers. En fait, le peuple camerounais attend la mort des Camerounais, des êtres, des hommes politiques, pour avoir raison. Oh! Il est mort. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'il est mort? La mort, vraiment. Regarde, il n'a rien emporté. Il n'a rien fait ceci. Pourquoi ils se sont battus? Pour les choses vaines. Pourquoi il s'est battu? Pour les choses vaines. Pourquoi il a combattu? Pour l'argent, pour le pouvoir, pour les voitures, pour les machins, alors qu'il allait mourir. Beaucoup de Camerounais attendent insulter Biya de la sorte. Beaucoup de Camerounais attendent insulter Gongo de la sorte. Beaucoup de Camerounais attendent insulter Atangandji de la sorte. Beaucoup de Camerounais attendent pointer la mort d'Atangandji. Hein? C'est ici. À quel niveau? Excusez-moi. Je ne dis pas que tu as un télé. Non, je n'ai pas touché. Lequel? Tu peux me faire le bleu là. Hein? Non. Excusez-moi. Je cherche quelque chose. Non, il n'y a pas ça. Non. Donc, beaucoup de Camerounais attendent la mort d'Atangandji. Beaucoup de Camerounais attendent la mort de Ngongo. Parce qu'ils se disent la mort va égaliser le jeu. La mort va donner l'équilibre. La mort va permettre à ce que Atangandji comprenne, Biya comprenne, Ngongo comprenne que la vie n'a pas servi. Ça n'a servi à rien de chercher les milliards, d'avoir des maisons, des voitures. Mais ce que les Camerounais oublient, c'est que cette perception du monde est dépassée. La perception du monde où on attendait, où la mort était une justicière est dépassée. Parce que la technologie est en train de chercher à voir comment repousser la mort. Comment la pousser un peu plus loin? Comment la repousser un peu plus loin? Mais maintenant, qui pourra acheter la technologie? Qui pourra financer? Qui pourra s'offrir cette technologie? Ce sont que ceux qui ont l'argent. Les pauvres mourront de plus en plus très tôt. Seront désespérés parce qu'ils ne pourront pas vivre longtemps que leurs ennemis. Entre guillemets, que leurs adversaires qui sont les riches, qui sont les pilleurs, qui sont les machins. Je vous dis ceci pour vous faire comprendre que la mort d'un homme politique, la mort d'un président, la mort ou la vie d'un homme n'est plus important au XXIe siècle. C'est plus important au XXIe siècle. Parce que beaucoup de Camerounais se sont accrochés. Ils sont très pauvres.
très misérables. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils ne peuvent pas soigner leurs enfants, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne connaissent pas le Cameroun, ils ne se connaissent pas entre eux-mêmes et ils se disent de toute façon, que faire? La mort va punir les riches. Ça va punir les pilleurs. Dieu va punir les misérables, les voleurs. Et Dieu va les punir par quoi? Par la mort. Mais la mort n'est plus une punition. Et il est possible que si c'est même une punition, ce serait une punition pour les pauvres. Parce que les pauvres vont plus vite mourir. Les pauvres ont aujourd'hui toutes les possibilités et les moyens de mourir plus vite que les riches. Ça veut dire que si je suis ministre, je détourne 200 milliards, j'ai plus de possibilités de vivre plus longtemps que toi. Parce que je vais m'acheter une voiture qui me protège. Parce que je vais m'acheter une voiture qui me protège mieux que toi, qui a un service de sécurité mieux que toi. Et toi, tu vas prendre les bus, les cars, les OPEP, et tu vas mourir. La probabilité que tu meurs avant moi est trop grande. Donc la mort qui était une justicière hier, ne l'est plus aujourd'hui parce que les choses ont changé. Je le dis pour que le peuple camerounais ne s'asseye pas sur la mort de quelqu'un pour déterminer ses actions présentes, sa vision présente. Que le peuple camerounais ne se regarde pas la mort de quelqu'un et passe sa journée à parler sur la mort de quelqu'un, à culpabiliser ou à indexer le mort. C'est stupide. C'est stupide. C'est stupide. Oh, il est mort. Il a vu, il a payé. Ça se paye cash. Ça se paye cash. Quand tu n'es pas mort, quand quelqu'un meurt, tu dis que ça se paye cash. Mais qu'est-ce que tu vas dire de M. Biya? Qu'est-ce que diras-tu de M. Biya, on ne sait même plus. Que diras-tu de Nyat Ndifendi, qui est encore vivant? Il semblerait. Pourquoi on ne peut pas accepter que... Pourquoi on accepte que Nyat Ndifendi peut être vivant et que Biya peut être mort? Ou bien que Biya ne peut pas être vivant? Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que M. Nyat Ndifendi a le droit de vivre plus que Biya? Mais c'est pourtant ce qu'on veut nous faire comprendre. C'est pourtant ce que nous-mêmes nous concevons au fond de nous. Lorsqu'on nous présente M. Nyat Ndifendi, on se dit, ouais, il est vieux, il croupit. Mais il s'agit de Biya. Oh, Biya est mort. Biya comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que nous avons pris dans notre esprit que la mort est une punition. Que la mort est quelque chose qui nous punit. C'est quelque chose qui égalise. C'est une force égalisatrice, si on peut le dire, entre le riche et le pauvre. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est plus vrai et ça ne sera plus jamais vrai. Parce que ce que ça fait, c'est quoi? Ça crée des Camerounais qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie en main. Ça crée des Camerounais qui ne prennent pas conscience qu'ils sont vivants. Et qui ne prennent pas conscience que le moment où ils sont vivants, ils sont supposés vivre. Ça crée des Camerounais qui ne prennent pas conscience de l'importance d'être vivant. Parce que tout le monde est focalisé sur la mort. Mais la mort, elle est manipulatrice. Elle est même manipulable. Mais la qualité de vie, c'est un choix. C'est quand je vis que je choisis si je peux te maltraiter ou non. C'est lorsque je vis que je choisis si je peux te piller, te voler, te détruire, t'empêcher d'avoir des choses que non. Ou non. Mais si je suis mort par accident, si je suis mort par maladie, si je suis mort par empoisonnement, si je suis mort parce que le régime m'a tué, si je suis mort parce que le coronavirus m'a tué, ça ne change rien aux vivants. Ça ne change rien aux vivants. Donc, lorsque le régime injecte l'idée de la mort d'un non politicien comme étant un succès,
ou comme étant une vengeance. Et lorsque vous prenez cette idée de mort comme étant un succès, une vengeance, une récompense de Dieu qui aurait compris vos problèmes et qui aurait vous puni l'ennemi, c'est que vous n'avez rien compris de l'existence. Vous êtes des prisonniers, de vilains esclaves, que vous êtes des victimes de l'existence, de la vie même. Monsieur Peck, donc, un autre aspect des choses est que au Cameroun, on ne meurt plus de mort normale. Les Camerounais sont tellement brouillés mentalement que le Camerounais ne meurt plus de mort normale. Le Camerounais n'est même pas supposé mourir. C'est dangereux. L'état politique, l'état social, l'état mental des Camerounais a créé des Camerounais qui pensent qu'ils ne sont pas supposés mourir. Puisque leur président ne meurt pas. Leur ministre ne meurt pas. Leurs hommes politiques ne meurent pas. Quelqu'un qui ne meurt pas a toujours l'impression que la mort a été causée, que la mort a été provoquée. Maintenant, si tu es un homme politique et que tu meurs, on t'a tué. On t'a tué. Tu ne peux plus mourir d'un accident. Tu ne peux plus mourir normalement. Une maladie ne peut plus te tuer. Au Cameroun, les Camerounais ne conçoivent même plus. Et quand je dis les Camerounais, je parle même des Camerounais combattants. Sont tombés dans le piège là. C'est que ils ne conçoivent plus qu'un homme politique peut mourir. Mais un homme politique, c'est juste l'identité qu'on appelle politique. Mais en fait, c'est un être humain qui peut mourir d'un arrêt cardiaque, qui peut mourir d'une maladie, d'un accident, qui peut... Un homme politique meurt. C'est pas parce que quelqu'un est mort qu'on l'a tué. Mais pour forcément avoir raison, on est obligé d'inventer les morts, inventer la façon dont les gens sont morts. Je vois des gens qui disent que Peck a été tué. Je vois les Camerounais, même au Cameroun, pas seulement dans la diaspora, qui disent que Peck a été tué. D'autres qui sont, ceux qui se vantent de sa mort, ou même qui disent qu'il a payé cher, et ceux qui disent qu'il a été tué, ce sont les mêmes personnes. Même si elles sont des camps différents, c'est des personnes qui ont la même psyché. La mort, pour eux, est quelque chose qui n'est pas naturel. Si tu es mort, c'est soit Dieu t'a tué, parce que tu as trop fait de mal aux êtres humains, soit le régime t'a tué parce que tu as vendu ou bien tu as fait quelque chose. Tu ne peux pas mourir d'un AVC, tu ne peux pas mourir d'un mal fonctionnement de tes organes. Monsieur Peck, je l'ai dit dans un de mes lives, allez encore suivre. Quand vous écoutez Monsieur Peck parler, vous regardez sa physiologie, vous comprenez que ce monsieur a des sérieux problèmes de santé. Il a des sérieux problèmes de santé. Et il en avait. Et la COVID-19, c'est une maladie ou bien un virus qui, dès qu'il trouve des petits problèmes de santé, ça veut dire peut-être des failles, des failles de santé, le foie qui ne fonctionne pas, les reins qui ne fonctionnent pas, le système immunitaire qui est faible, mais il t'emporte. Il t'emporte. Ou elle t'emporte, la maladie, elle t'emporte. Maintenant, il y a des gens qui argumentent que j'ai causé avec Peck hier. J'ai causé avec Peck hier. Et le lendemain, j'ai appris qu'il est mort. Ça ne peut pas être une mort réelle. Mais la vie, c'est comme ça. La mort n'annonce pas. Combien de membres de nos familles sont morts? À la veille, nous avons eu des échanges téléphoniques, des conversations tête à tête. Et le lendemain, on nous annonce qu'ils sont morts. Ce n'étaient pas des hommes politiques. Ce n'étaient pas des femmes politiques. Ce n'étaient pas des enfants politiques, mais c'était des morts. Morts parce qu'un organe a lâché. Morts parce qu'on
On n'est même pas conscient de ce qui se passe au fond de nous. Tu peux être assis comme ça alors que peut-être tu as un saignement à l'intérieur. Le saignement à l'intérieur ne fait pas forcément mal. Donc, il faut comprendre quelque chose. La mort de Pec n'est pas forcément politique. Et deuxièmement, si même elle était politique, que le peuple camerounais ne s'asseye pas. Que le peuple camerounais ne s'asseye pas dans un de dire que, oh, ok, la mort, c'est la résolution des problèmes des Camerounais. La mort de M. Biya, la mort de Ngongo, la mort de Tanganji, la mort de ceci. Voilà pourquoi je vous dis toujours, le président élu Maurice Kamto a compris. On ne peut pas résoudre nos problèmes avec l'espérance qu'il faut tuer Kamto. Il faut tuer Atanganji, il faut tuer Ngongo, il faut tuer... Parce que la mort d'un être humain ne résout pas les problèmes fondamentaux de toute une nation. D'ailleurs, dans le nouveau monde, les gens mourront. Et ceux qui mourront le plus rapidement, ce sera les pauvres. Ce sera ceux pour qui on se bat. Ça sera ceux pour qui on se bat. Ceux qui meurent le plus au nozo, c'est ceux qui n'ont pas d'eau potable. C'est ceux qui n'ont pas de machin. Mais ils sont moins munis que les ministres, les directeurs, les machins et les consorts. Et puis Dieu, je ne sais pas quoi, n'a pas pitié. Dieu ne dit pas, oh oui, comme c'est un gars du Nozo, comme c'est un anglophone, comme c'est un Camerounais, je ne le tue pas, il ne meurt pas parce que, en fait, je supporte les pauvres. Dieu n'a pas de sentiment. Dieu n'a pas de sentiment. En fait, Dieu, j'ai vu des dire ça. Dieu n'a pas de pitié. C'est vous qui avez la pitié. C'est vous qui avez les sentiments. C'est vous qui pouvez percevoir la souffrance de l'être humain. Et c'est vous qui êtes possible, capable de la changer. D'améliorer la vie des êtres humains. Il y a même des gens qui disent que attendons, Biya va mourir. Attendons, Atanganji va mourir. Dieu va le punir. Il va aller en enfer. Puisqu'il vole les Camerounais. Puisqu'il tue les Camerounais. Pec est mort de manière brutale et vite parce qu'il paye cher. Il paye cher quoi? Pour dire que Pec est mort et qu'il paye cher, il faut que toi tu penses que tu es quelqu'un de spécial. Il faut que tu aies quelque part dans ton idée, dans ton esprit, que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Il faut que tu aies cette impression que non, quand toi, puisque tu vis, puisque tu existes, tu respires, alors ceux qui meurent sont des personnes qui sont en dessous de la volonté de Dieu. Et toi, tu es exemplaire, tu es super parce que tu respires encore. Mais non, c'est faux. Parce que je vous dis encore, si c'était le cas, vous dites que M. Biya est la pire des espèces, la pire des gouvernances. Mais il semblerait que M. Biya est en train de vivre. Il semblerait que M. Biya est en train de vivre. Pendant qu'en ce moment, ceux qui font le bien, ceux qui font la gna sont en train de mourir. Et Dieu n'a pas de sentiment pour ça. Votre Dieu n'a pas de pitié, en fait. Il n'a pas les sentiments que vous avez. Il n'a pas. Voilà la leçon que nous enseigne la mort de M. Pec. Il n'y a pas que Pec. Il y a eu un avocat, une sœur camerounaise qui était avocat, qui est morte il y a quelques 2-3 semaines ou un mois de cela. Qui était soit une compagne ou bien une consoeur de M. Sop. Et ça, oh, on l'a tué. Le régime est méchant. Le régime tue tout le monde. Non, mais si vous perdez confiance au gouvernant, à la gouvernance, vous avez perdu confiance en vous-même. Si vous commencez à mettre dans la tête des Camerounais que les régimes tuent les Camerounais, c'est fini.
Je ne dis pas que le régime ne tue pas. Je ne dis pas que le régime bien ne tue pas. Je veux dire que si chaque fois qu'un Camerounais meurt, c'est que vous mettez à tête Camerounais que c'est un régime qui l'a tué parce qu'il serait la plus justicière, le plus justicier, celui qui combattait la justice dans le monde entier. Vous êtes tombé dans le piège de la dictature. En fait, vous servez la dictature sans le savoir. Vous la servez sans le savoir, sans même être conscient de ça. Vous dites combien la dictature est très puissante. Elle tue tout ce qu'elle veut. Et que vous n'êtes que des victimes qui ne peuvent rien changer de leur destin. Moi, je dis non. C'est pas ça la vérité. La vérité est que nous sommes responsables de la dictature et nous pouvons changer notre destin. Si même le régime Biya tuait les politiciens, il tue les politiciens parce que nous voulons que les politiciens soient tués. Nous voulons que les politiciens soient tués. Tous les jours, nous prions que les politiciens soient tués, sans prier, sans le savoir. On ne peut pas arrêter un politicien camerounais, quels qu'en soient les bords, et que personne ne se soulève. À moins que les personnes veulent involontairement que les politiciens soient tués. Que les leaders politiques soient tués. J'ai vu une vidéo où des villageois criaient « Pec ». Héros, héros. Et puis, je me suis posé la question. Lorsque ce monsieur parlait des carrières, je n'ai pas vu les gens crier pec, héros, héros. Pendant qu'il était vivant, je n'ai pas vu les gens. Je n'ai pas vu ces gens. Les villageois que j'ai vus là-bas, les yeux tout jaunes, les oreilles toutes rouges, les lèvres toutes grises, criaient héros, héros. Quand lui se battait dans la carrière, je ne dis pas qu'il se battait pour eux. Mais quand il était dans la carrière, je ne vois pas les Camerounais qui s'appelaient héros, héros, non. On laisse nos prétendus héros mourir pour venir crier après que c'était des héros. Parce que nos livres sont remplis des histoires des héros morts. Moïse Kamto était en prison. Je n'ai pas vu les gens sortir dans les rues. Quand Moïse Kamto était à l'extérieur et il faisait autour de Yaoundé Douala, là, tout le monde était dans les rues. Comme si on a eu quelque chose qui nous fait confirmer qu'on doit d'abord tuer nos héros pour que nos leaders, pour qu'on les considère comme des héros. Parce qu'on a trop lu les livres des morts. On est éduqué à l'école des morts. Tout ce qu'on nous a fait à l'école, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, Mussolini, Hitler, c'est les histoires des morts, morbides. Et nous voulons répéter la même chose. Et nous ne savons même pas pourquoi on n'agit pas. C'est parce qu'on est en train de vouloir répéter les mêmes choses. Nos héros sont toujours morts. Si on ne voit pas un héros mort, on a l'impression que ce n'est pas un héros. Jésus est mort. Et Jésus est le héros de 60, au moins 80, 60% des Camerounais. Jésus est le héros. Pourquoi vous voulez que Kamto soit vivant? Quand l'idéal d'héroïsme est mort à 33 ans. La seule façon pour qu'un Camerounais reconnaisse qu'il est ami à un héros, il faut que cette personne meure. Les Camerounais disent que le son est parti. Donc, en fait, moi, si le son est revenu, le temps de... Ok, donc c'est un peu ça. Le son est bon, le son est revenu pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de son. Donc, les Camerounais sont conditionnés à laisser mourir leurs leaders politiques. Conditionnés à laisser mourir ceux qui peuvent changer. Parce qu'ils ont une idée, un idéal, une image de quelqu'un qui est mort et est devenu héros.
nos héros meurent. Nos héros deviennent héros seulement quand ils sont morts. On ne les reconnaît pas quand ils sont vivants. On les rejette quand ils sont vivants. On les combat quand ils sont vivants. Et ça n'a rien à voir avec Maurice Kamto. C'est une affaire profonde. Qui sont ceux qu'on combat dans les familles? C'est ceux qui ont l'argent. C'est ceux qui peuvent aider. C'est ceux qui aident même toute la famille. C'est eux qu'on combat. On les néglige, on les méprise, on les insulte, on les dit qu'ils n'ont rien fait. C'est le jour où ils meurent qu'on écrit un long texte comme ça sur leur tombeau. Ou bien sur le papier pour vous annoncer la direction où le deuil se trouve. On va mettre là, on va inventer des histoires pour donner un sens à leur misérable vie qu'on leur a infligée. J'ai vu le papier ou bien ce qu'on a annoncé de M. Peck. On m'envoie un message, inbox, on me dit, Peck est mort. Il est mort, il était en train d'ouvrir un truc d'éducation de jeunesse. Bon, regardez. On veut à tout prix forcer quelque chose de bien dans quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose de bien au moment où il vivait. On veut à tout prix mettre quelque chose de bien dedans. On dit que il est mort, mais il est mort au moment où il laissait une école de machin. Bon, bref. Pourquoi on insiste sur ce qu'il a laissé? S'il avait laissé quelque chose que les Camerounais peuvent voir, on n'aurait pas pu mettre, on n'aurait pas dû mettre ça dans un papier. On sait que tu as laissé. On sait que tu as laissé quelque chose. Non. Quand tu n'as rien fait dans ta vie, les Camerounais fabriquent ce que tu as fait dans ta vie. Dans nos familles, c'est congénital, c'est familial, c'est social, c'est intégré chez nous. On laisse mourir les génies, on détruit tous les génies, tous ceux qui ont la capacité d'aller au-delà des choses, on les tue. Pour après venir crier, oh il est mort, héros, héros. Héros, pendant ce temps, quand tu vivais, personne, je n'ai pas vu, même par les élections fabriquées du régime Biya, des populations qui criaient héros, héros. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu. Mais il ne s'agit pas de Peck, il s'agit même de Maurice Kamto. Il s'agit de M. Pender Koka. Il s'agit de Albert Zongan. Il s'agit de Boubi Nissak. Il s'agit de M. Béas. Il s'agit de tellement de Camerounais. On les tue pour les nommer héros. On les laisse tuer pour qu'on les appelle des héros demain. Ça sert à quoi d'être un héros mort? Mieux tu es un lâche vivant. Beaucoup de Camerounais ont compris que ça ne sert à rien d'aller me battre, de me lever, de m'engager dans des choses qui peuvent changer les choses. De toute façon, ces mécréants, ces stupides êtres humains ne comprennent pas l'importance d'être un héros vivant. Ils attendent quand je suis mort pour qu'on m'applaudisse. Lorsque tu es mort, le président élu Maurice Kamto dit, ne m'apportez pas vos fleurs. Quand je serai mort, je vais vous continuer au combat. Si même quelque chose m'arrivait, je ne veux pas vos larmes sur les tombeaux. Les gens analysent comment? Que Maurice Kamto ne veut pas être président. Maurice Kamto a dit qu'on fait ce que vous voulez. Non. Pourtant, Maurice Kamto t'a dit, c'est maintenant. Si vous pensez que je suis l'option, c'est maintenant. Si vous avez une vision de l'option politique au Cameroun, et que vous pensez que je suis l'option, c'est maintenant, c'est pas après. Parce qu'après, quand je serai mort, vos fleurs n'aideront en rien au Cameroun. Vos fleurs n'apporteront en rien. Vos cris de héros, héros, n'apporteront en rien, n'aideront en rien au Cameroun.
C'est de ça que Maurice Kamto parlait. Mais personne n'a compris. 80% des gens ont compris ça autrement. Ils se sont dit, ça veut dire que Maurice Kamto ne veut pas être président. Maurice Kamto a dit que le plus combat, c'est que chacun fasse sa part. Non, c'est pas ça. Maurice Kamto est en train de dire, if you think, si vous pensez, si vous percevez ma capacité de gérer ce pays, de diriger le pays, c'est maintenant. Parce que lorsque je serai mort, vos fleurs, vos pleurs, vos cris, vos histoires dans les livres politiques, les livres d'histoire camerounais ne serviront à rien aux Camerounais. Donc, ceux qui sont devenus experts des lectures des livres des héros, Oumniobe, Kamounia Mania, Belkatobi, et Toundé Bassok, tout ça c'est du bluff, c'est des histoires à dormir debout. Parce que tant que nous sommes vivants, c'est le moment où nous transformons les choses. Tant que nous avons quelqu'un qui est vivant, c'est le moment où cette personne transforme les choses. Ça veut dire que si nous reconnaissons sa capacité de transformer les choses, c'est quand on est vivant qu'on doit le protéger. C'est quand on est vivant qu'on doit l'amener au niveau de la transformation. C'est quand on est vivant qu'on doit œuvrer pour que cette personne agisse dans le domaine de la transformation. Malheur chez nous, c'est quand on est vivant qu'on les détruit. C'est quand on est vivant qu'on cogne sur eux, qu'on tape sur eux, qu'on crie sur eux, qu'on les écrase. C'est quand ils sont vivants qu'on les piétine. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne sont pas beaux, parce qu'ils ne sont pas bruns, parce qu'ils ne sont pas blancs, parce qu'ils ne sont pas riches, parce qu'on donne des raisons pour les écraser. On accuse de rage. Écrasons nos gens. Tant qu'ils ne sont pas beaux, bruns, blancs, riches, on peut les écraser. Et ce n'est pas les blancs qui les écrasent, c'est nous-mêmes qui les écrasons. Parce qu'ils ne sont pas beaux, bruns, riches, importants, machin. On les écrase. Pourtant, c'est des génies. Pourtant, c'est des capacités. Le jour où il meurt, héros, héros, héros. J'ai même vu des mamans qui pleuraient. Les larmes, pas de crocodile, les larmes d'éléphant sortaient. Les larmes de criquet. Oh, oh, on s'appelle les experts en pleurs. Les experts en pleurs. Elles pleuraient les larmes, je ne sais pas de quoi. Je n'ai pas vu les larmes, mais ça passait à CATV, à Canal ou Equinox. Les larmes, voyons. Il n'y a même pas les larmes. Tu sens l'hypocrisie. On ressent, en fait, l'insensibilité. Faisons business, qu'on donne un peu d'argent, après de toute façon il est mort. Et une foule inconsciente qui appelait à ces héros, qui reconnaissait en ce monsieur héros. Si le peuple de Pendja, vous le peuple de Pendja qui m'écoutez actuellement, si vous reconnaissez que monsieur Peck était un héros, vous vous serez levé le jour que monsieur Peck avait choisi, et il avait dit que ce pays ne sera pas gouverné tant que moi, j'ai vu. Vous vous serez levé le jour où il a dit qu'il allait combattre ceux qui pillaient les caisses de l'État, les sociétés qui ne payaient pas les impôts à l'État. Bon, bref, moi aussi j'ai trouvé son combat des sociétés qui ne paient pas les impôts à l'État comme un combat stupide. Ça sert à quoi de payer les impôts à un État qui ne peut pas rendre aux populations? Donc, je peux vous accorder le bénéfice de tout dans ça. Quelque part, vous avez eu raison de ne pas vous lever. Parce que vous avez compris. Mais soyez vraiment des personnes qui comprennent. Ça veut dire que si vous comprenez que Peck a menti, faites pas semblant l'appeler héros. Les héros sont vivants. Les héros sont là. Ceux qui n'ont pas pris l'argent de l'État pour remettre à l'État. Ceux qui n'ont pas levé des guerres politiques, d'impôts et machin, pour que finalement, à la fin de fin, c'est l'État qui bouffe. Que lui et l'État se partagent. Parce que le combat de Peck, c'était quoi? Il faut que les gens qui font la carrière lui donnent de l'argent et lui et l'État se partagent. C'était tout. Parce que même lorsque Peck aurait reçu une partie de cet argent, il ne venait pas vous voir. Il dit,
peuple de Penja, voici l'argent que j'ai reçu. J'ai reçu 1 million parce que l'État est méchant. Alors, on fait quoi des 1 million? On peut construire un puits ou non? Il n'y a même pas de comptabilité. C'est de ça qu'il est question. Le troisième point de mon live se trouve sur quelque chose de fondamental. Et j'ai déjà eu à parler dessus. J'ai des amis qui m'ont écrit, qui me disent, on vous voit. Vous ne combattez pas Monsieur Timban. Le bon pasteur, vous ne le combattez pas. On vous voit. Et puis j'ai dit à cet ami que vous me voyez, ça veut dire quoi? Non, parce que, en fait, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai toujours dit, lorsque tu n'es pas Bamileke, pour beaucoup de Bamileke, tu n'es pas un homme sérieux. Lorsque tu n'as pas d'origine Bamileke, pour beaucoup de Bamileke encore, jusqu'à présent, tu n'es pas un homme sérieux dans ce que tu fais. Que d'un moment à l'autre, tu vas trahir. Que d'un moment à l'autre, tu ne vas pas... Parce qu'un Bamileke, il n'y a qu'un Bamileke qui peut prendre à cœur ce combat. Et qui peut être sincère. Donc, ils sont là. Ils cherchent le Nkwa. Parce que c'est des tribalistes. Ils cherchent le Nkwa qui est sincère. Et ils veulent mettre tous les Nkwa à l'épreuve de la sincérité. Ça veut dire qu'ils vont me voir inbox. Dans les inbox, on m'écrit. Pourquoi tu ne parles pas de l'autre? Pourquoi tu ne parles pas de Timban? Timban te décale la révolution. Timban te fait ceci. Vas-y, fais ça. Dis ça. Quand je me suis levé, il n'y avait personne. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il n'y avait même pas mon propre papa. Mes propres parents. Ma belle famille. Il n'y avait personne qui m'a dit, lève-toi pour ceci. Personne. Donc vous n'allez pas venir après moi me dire ce que je dois faire. Contre qui je dois parler. Parce que je ne comprends pas. Vous venez m'écrire, vous me dites, si tu ne dis pas ceci, on vous voit. Vous me voyez en tant que quoi? Moi, je suis l'une des personnes qui est sortie, qui s'est levée, qui a décortiqué Monsieur Timban. Dans sa psychologie profonde. Il n'y a pas un autre Camerounais qui l'a fait. Je dis qu'il n'y a même pas un Camerounais de quelle région qui a fait. Je suis l'une des seules personnes qui a pris Monsieur Timban, l'a placé objectivement et l'a décortiqué dans tous les sens. Je suis allé jusqu'à dans sa structure mentale. Mais vous ne respectez pas les capacités des êtres humains. Vous sous-estimez les êtres humains. Vous regardez quelqu'un qui parle, vous vous dites, ah oui, c'est un combattant. Et puis, de toute façon, c'est un combattant, bon, c'est un gars du Sud. Bon, en fait, il fait quoi? Il a fait quelle action? Vous jugez les gens sur ce que vous appelez action. Sur vos prétendues images de la lutte. Vos conceptions fantasgoriques. Hein? Ce qui fait en sorte que si je ne suis pas de l'Ouest, vous soupçonnez quelque part que je ne peux pas être un homme vrai. Parce que pour vous, pour beaucoup d'entre vous, les seules personnes qui peuvent défendre Maurice Kamto sont les Bamileke. Non, mais c'est dangereux. C'est pas dangereux pour moi. Parce que moi, je suis allé au-delà de ces choses. Personne ne m'a choisi. Personne ne m'a choisi. Écoutez très bien. Je ne suis pas le choix d'un groupe. Je ne suis pas piqué par une aiguille de ressenti. C'est la vision de Maurice Kamto qui est ma principale fondation. Ma principale fondation. Ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas donc vous le prendre, venir à mes inbox, me dire ce que je dois dire, à qui je dois dire. Et me juger sur ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. C'est stupide. Pas parce que j'ai un problème avec, mais je vous trouve stupide. Je vous trouve stupide. En fait,
Vous êtes le résultat de la stupidité du régime Biya. Vous êtes des victimes. Vous êtes de sérieuses victimes. Et le peuple camerounais à 80% est victime. Les gens sont tribalistes par victimisation. Ça veut dire que ils sont compulsivement tribalistes. Les gens sont compulsivement tribalistes. Ça veut dire que, et tu le vois là. Parce que je ne comprends pas comment un homme peut venir voir un autre homme et lui dire, je te vois. Tu ne parles pas de Timban, je te vois. Tu comptes sur quoi pour que tu me vois? Sur quoi tu te bases pour que tu me vois? Monsieur Timban tire sur les Bamileke, tire sur la révolution et tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux sous-estimer? Qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le message que tu veux me transporter? Que je suis quelqu'un, quand c'est monsieur Timban, je me tais. Quand c'est elle, je me tais. Non, moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Je ne me tais pas parce que tu m'as dit de me taire. Je ne me tais pas parce que j'ai un parti pris. Je me tais. Soit parce que j'ai déjà eu à parler de ça, premièrement. Deuxièmement, parce que je ne trouve pas d'importance à parler de certaines choses. Parce que celui qui m'a amené dans ce combat, celui qui m'a soulevé, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre amour envers ma personne. D'ailleurs, vous ne m'aimez pas. Je suis trop vulgaire pour vous. Vous ne m'aimez pas. Très peu de personnes m'aiment. Je suis trop dur pour vous. Je suis, en fait, ce qu'on appelle les extraterrestres. Vous ne pouvez pas m'aimer. Pas parce que vous êtes haineux. Parce que, le niveau de pensée dans lequel je suis, vous ne pouvez pas. Vous n'atteignez même pas ce niveau de pensée. Ce n'est pas parce que je vous ressemble. Que j'ai un gros nez comme vous. Une grosse gueule comme vous. Une grosse tête comme vous. Mais je dis le niveau mental est trop... Comment on peut dire? C'est ce qu'on appelle en anglais why. Ça veut dire que c'est quelque chose d'étranger. Vous ne pouvez pas m'aimer facilement. Vous voulez que j'aille dans les camps. Que j'aille dire, je suis pour ceci. Je suis contre cela. Je suis pour Calibri. Je suis contre Kamwa. Je suis contre Kamwa. Je suis pour Kamwa. Je suis pour Calibri. Si je porte un t-shirt, tout le monde me pose, pourquoi tu portes un t-shirt? Les gens m'écrivent inbox, pourquoi tu portes un t-shirt? Pourquoi tu fais ceci? Je passe mon temps à expliquer mes raisons. À dire pourquoi. Mais ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est les camps dans lesquels je suis. C'est les groupes ethniques dans lesquels je suis. Vous pensez que je défends ces choses parce que je ne suis pas vraiment un vrai boulot. Je ne suis pas vraiment un vrai Bami. Je ne suis pas vraiment un vrai... Les gens m'ont déjà rapporté ça. Je vous dis ce que les gens m'ont déjà rapporté dans les inbox. Je ne vais pas citer leur nom. Je ne serai pas vraiment... Pour le moment, si je dis ceci, ça veut dire quelque part, je ne serai pas vraiment pour Moïse Kamto. Les gens viennent avec leur biais. Ils viennent avec leur biais psychologique. Ils viennent avec leurs biais, leurs problèmes mentaux intérieurs, et ils veulent les exposer, ils les poser sur moi. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Monsieur Timban, et je le répète encore, Monsieur Timban ne peut que être tribaliste. Monsieur Timban est obligé d'être tribaliste. Il n'est pas tribaliste parce qu'il exerce une philosophie tribale. Tu ne peux pas être pasteur et ne pas être tribaliste. C'est que vous ne comprenez pas. Ce que je dis là, ça me crée beaucoup de problèmes. Pas seulement avec M. Timban, même avec vous. Vous ne pouvez pas être pasteur, chrétien, croyant et ne pas être tribaliste. Parce que entre vous et le monsieur tribal ou le tribaliste, il n'y a pas de différence qualitative. Il y a peut-être une différence quantitative. Ça veut dire la quantité d'informations que monsieur Timban a.
Le contenu de son mental est différent du vôtre. Mais remarquez, la structure du mental est division. Un chrétien est divisé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est divisé des musulmans. La structure idéologique du chrétien, c'est la division. C'est la séparation entre le chrétien et le musulman. Donc le plus important, ce n'est pas s'il est chrétien ou musulman. C'est est-ce qu'il est divisé. Est-ce qu'il a une idéologie qui le dit, une idéologie de division. Vous ne pouvez pas être chrétien sans être tribaliste, sans être raciste, sans être, je ne sais pas quoi, ségrégationniste. Toutes les guerres de ségrégation, toutes les guerres raciales, toutes les guerres tribales commises par les chrétiens. Ou bien des croyants. Ça peut être les musulmans, ça peut être machin. Moi, ça ne m'étonne pas. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Mais nous sommes un peu... Nous sommes mal structurés. Nous sommes mal structurés. Nous sommes des victimes mentales. Nous ne comprenons même pas qui nous sommes. Nous ne comprenons même pas. On se comprend la différence entre la structure mentale et le contenu mental d'un être humain. Je vous dis, vous ne pouvez pas être chrétien sans être tribaliste. Vous ne pouvez pas être tribaliste sans être chrétien ou musulman. Pour que vous appartenez à une division, il faut diviser votre esprit. Il faut ségrégationner votre esprit. Un chrétien est chrétien, il n'est pas musulman. La structure mentale est la même. Un Bassa est Bassa, il n'est pas Bamileke. Un Bamileke, il n'est pas... Écoutez très bien, il n'est pas Bassa, il n'est pas Ewondo. Et lorsqu'un Bassa rencontre un Ewondo, il y a clash. Il y a clash. Clash d'identité. Et M. Timban ne fait pas une erreur. Il n'est pas capable d'aller plus au-delà de ça. C'est un pasteur, il semblerait. Mais je vous dis, s'il est pasteur, il a juste approfondi les tactiques du tribalisme. Il a juste développé la capacité d'être encore plus ségrégationniste que tout. Il est allé à l'école de la ségrégation. Pourquoi vous êtes étonné s'il est tribaliste? Moi, ce qui m'étonne, ou ce qui me dérange, c'est que vous qui dites n'êtes pas tribaliste, vous le répondez, avec des thèmes tribalistes. Parce que vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Ceux qui répondent à M. Timban avec les thèmes tribalistes sont pareils. C'est le village qui vous intéresse. C'est la tribu, c'est la couleur de votre peau, c'est l'appartenance à une communauté quelconque. Ça peut être une communauté tribale, une communauté religieuse, mais vous êtes tous des gens qui appartiennent à une communauté. Vous êtes dans... Votre structure mentale est communautariste. Il suffit juste que vous ayez des conditions adéquates pour exprimer la division de votre intérieur. Si vous êtes quelqu'un qui est divisé à l'intérieur, vous avez juste besoin d'un podium pour exprimer votre division. C'est tout. Il y a des coins où la religion chrétienne ou musulmane n'est pas entrée. Pas parce que ces gens étaient des super-hommes. C'est que ce sont leurs philosophies de vie sont de véritables philosophies. Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas dans les croyances ou bien des appréhensions des choses.
Là-bas, la religion n'a pas percé. Mais partout, la religion a percé, en Afrique et tout. Parce qu'on est des Perses, on est des villageois. Nous sommes des villages. On n'est pas encore des citadins. Parce que si moi, je réponds à M. Timban, je ne peux pas lui répondre en termes de tribal, en termes tribaux, avec les expressions tribales. Oh, les Bamileke, tu veux dire que les Bamileke ont fait ceci, M. Timban est en train de dire les Bamileke. Ça, c'est le tribalisme. Ça peut ressembler, ça peut être quelque chose de trop beau. Ça peut ressembler à quelque chose de trop beau. Tu as dit quelque chose d'extraordinaire. Tu as remis M. Timban sur les rails. Mais tu l'as remis sur les rails de la tribalité. Tu es un villageois. Tu es une villageoise. Tu peux porter des beaux vêtements, du Gucci. Tu peux mettre des belles chaussures. Tu peux être ingénieur. Tu peux avoir une bonne veste, une bonne cravate. Mais tu es un villageois habillé. C'est tout. Parce que un être humain qui a transcendé les tribus, lorsqu'il entend M. Timbal parler, il le répond en tant qu'un être humain. Il lui répond, pardon, en tant qu'un être humain. M. Timbal, c'est un tribaliste. Premièrement, un être humain qui a transcendé les tribus comprend M. Timbal. Il le comprend. Mais comprendre quelqu'un, c'est pas que je suis d'accord avec la personne. Parce que nous avons une idée souvent erroné de la vie. On se dit toujours que lorsque je dis je comprends quelqu'un, ça veut dire que je suis d'accord avec lui. Le médecin, lorsqu'il vous comprend, il comprend. Il n'est pas d'accord avec le fait que vous soyez malade. Il comprend votre maladie, les causes de votre maladie. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec que vous soyez malade. Sinon, pourquoi il vous soigne? Moi, je comprends M. Timban. Et je vous explique que M. Timban, c'est un malade. C'est un sujet du tribalisme. 99% de l'histoire de la Bible est tribale. Pourquoi vous voulez que quelqu'un qui lit la Bible toute sa vie, qui a la religion chrétienne ou musulmane, je sais pas quoi, bon, chrétienne, parce qu'il est chrétien, comme étant sûr, comment vous voulez qu'il ne soit pas tribaliste? Toute la religion chrétienne est basée sur une tribu, la tribu de Judée, la tribu des Juifs, la tribu des machins. La tribu est expressive dans la Bible, du matin au soir. Pourquoi vous attendez à ce que quelqu'un qui vit, que toute la structure mentale est tribale et vous voulez qu'il se comporte comme un citoyen? Monsieur Timban a dit, j'ai lu son post, que beaucoup d'entre vous n'ont pas lu, parce que vous êtes intéressés par vos villages. Vous lisez plus ces posts du village. Où il parle de vos villages, de vos Bamileke, de vos Bassa, de vos Boulous. Puisque vous êtes tous des villageois, vous vous sentez tellement concernés par les postes du village. Pourtant, il a fait un post qui est très. Il a fait un post qui est plus important que tous les autres posts qu'il a fait. Dans le post, il a dit, c'était à la sortie du livre de Maurice Kamto. C'était lorsqu'on annonçait la sortie du livre. Il a dit ceci. Écoutez très bien. Parce que j'ai lu son post. Moi, je ne suis pas intéressé par les affaires du village. Les textes qu'il fait sur les Bamileke, les Boulous. Moi, ça, c'est la villageoisie. C'est les affaires des gens qui nous... les attardés mentaux. C'est les affaires des attardés mentaux. Ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà pourquoi je ne veux pas me lever, aller répéter sur mes posts. Parce qu'il y a des gens qui vont venir me voir. Oh, pourquoi tu ne parles pas de ça? Qu'est-ce que j'ai à foutre du village? Moi, le village ne m'intéresse pas. Sinon, je ne serais pas venu en ville. Sinon, je ne serais pas venu en Allemagne. Si le village m'intéressait, je serais resté chez moi à Kribi. Je ne suis pas intéressé par les chefferies. Par la grandeur des chefs, des villageois. Moi, je ne suis pas un villageois. Écoutez très bien, je ne suis pas un villageois. Mais M. Timban, à la sortie du livre Maurice Kamto, Sous les sangs, les étoiles, il a fait un post. Parce qu'il a constaté que vous annonciez tellement ce livre. Il dit, il n'arrive plus à lire un livre autre que la Bible. Que parfois, il a même l'impression que tous les autres livres du monde entier sont le plagiat de la Bible. Voilà un avocat. Voilà un homme assis sur son pédestal de connaissances qui dit ceci.
Et vous voulez que les Camerounais ne soient pas, ne conservent pas le régime Biya Kama. Parce que les Camerounais suivent ce genre de personnes. C'est eux les pasteurs. C'est eux les diseurs de vérité. C'est eux les personnes qui ont la connaissance parce qu'ils ont porté une blouse noire avec un truc blanc et qui sont assis à Paris. Et tout le monde est d'accord avec ça. Mais personne n'a critiqué ça. Tout le monde allait critiquer la fête du village. Pourtant, ce qu'il a dit sur le village n'est que la constance qu'il a dit avant. Il dit, M. Timan a dit, qu'il n'arrive plus à lire un autre livre. Imaginez-vous combien de personnes, de jeunes Camerounais suivent M. Timan. En tant que image de la société civile, élite judiciaire ou juridique, je ne sais pas quoi. Quand une élite dit ça, qu'attendez-vous des populations qui ne sont pas allées à l'école, qui n'ont pas, je sais pas, qu'attendez-vous de ces gens? L'élite dit que, écoutez, l'élite dit, c'est parce que vous êtes intéressé au tribalisme. C'est parce que vous êtes trop pris dans le tribalisme, sur les où on parle du Bami, du Boulou, du Bami. Ça vous intéresse tellement, vous êtes tellement des villageois que vous ne prenez pas vraiment conscience de ce qui se passe réellement. Ce qui détruit les Camerounais, ce n'est pas Bami Boulou. C'est l'état d'esprit du Bami et du Boulou. Et M. Timan a bien pris, exposé qui il est. Il a dit que il n'arrive pas à lire un autre livre dans sa vie. Le seul livre qu'il peut lire, c'est la Bible. Il a même l'impression que tous les livres qu'il lit plagient la Bible. Voilà pourquoi il ne trouve plus d'intérêt à lire d'autres livres. Parce que tous les livres qu'il lit, ou qu'il aurait lus, il trouve que c'est un plagiat de la Bible. C'est une façon inconsciente ou involontaire de dire aux jeunes Camerounais que vous n'avez pas besoin de lire les autres livres. Dès que vous avez lu la Bible, c'est fini. C'est terminé. Vous avez lu la Bible, c'est terminé. Faites autre chose. Commencez à poursuivre les femmes. Commencez à chanter, danser, chercher la nyama. Vous avez lu le meilleur livre. Vous avez toutes les connaissances. Vous êtes tranquille. Tout marche bien. Tout marche bien. Mais c'est ce qu'un avocat a dit sur son mur. Allez encore faire le tour de ces murs. Laissez les thèmes du village. Les thèmes du village n'intéressent que les villageois. Suivez-le profondément. Vous allez trouver la structure fondamentale du tribalisme. La structure fondamentale de la division. Parce qu'un homme qui dit que la Bible, c'est le seul livre qui est le plus important, a divisé le monde entier. Parce que maintenant, si vous sortez avec un livre, parce que maintenant, si vous sortez avec un livre qui est important pour le Cameroun, vous n'allez plus le prendre au sérieux. Si vous êtes un homme faible, il y a combien d'âmes faibles au Cameroun? Et combien d'âmes fortes au Cameroun? La grande majorité des personnes faibles, affaiblies, déboussolées, machin. Vous comprenez pourquoi le régime vit. Vous comprenez pourquoi le régime Biya fonctionne. Parce que 90% des personnes suivent ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si vous êtes par exemple nordiste et que vous sortez un livre dans lequel il y a les connaissances, le Cameroun ne va pas le lire. Il a lu la Bible. Donc le Camerounais est gardé, emprisonné dans un contexte, dans une région, dans une tribu, la tribu de Judaï. Vous comprenez que c'est une affaire tribale. Mais la tribu de ceux qui vont aller au ciel, des enfants de Dieu. Vous savez pourquoi Hitler a tué les Juifs? Hitler ne tuait pas les Juifs parce que les Juifs étaient des personnes avec des cornes et tout, non. Hitler détestait l'idée que les Juifs pensent qu'ils sont les meilleurs du monde, des enfants choisis de Dieu. L'idée fondamentale de la division. C'est ce que les Boulous pensent. Qu'ils sont le peuple choisi du Cameroun pour diriger. L'idée fondamentale de la division. Si tu crois à ce que les Juifs disent, tu ne peux pas être contre ce que les Boulous disent.
ou que les Bamileke disent. Tu ne peux que faire semblant d'être contre les Bamileke parce que de toute façon, c'est parce que toi tu dis si tu es boulou. Mais ce n'est pas parce que tu as compris la stupidité d'être boulou ou bête Bamileke. C'est stupide d'être boulou ou Bamileke. C'est ignorant d'être boulou ou Bamileke. C'est ignorant, c'est stupide, c'est chien, c'est idiot d'être boulou ou Bamileke. Parce que vous n'êtes pas boulou ou Bamileke. Aucun Camerounais n'est boulou ou Bamileke. En fait, on n'est même pas Camerounais. On choisit d'être boulou. On choisit d'être Bamileke. Bonsoir, Berlise. On choisit d'être boulou, on choisit d'être Bamileke. Il n'y a pas... C'est un choix. C'est une identité que tu choisis d'être. Ce n'est pas un truc inné dans lequel tu t'assois, tu dis, je suis boulou, je suis Bamileke. Non, il n'y a pas... Aucun enfant au monde n'est Bamileke ou boulou, ou nordiste, ou sudiste. La vie, lorsque vous marchez dans la rue, il n'y a pas ça. Mais vous avez des pasteurs, des évangéliques. Je vous ai dit, dès que tu es chrétien, tu es dans la structure de la division. Si tu es musulman, tu es dans la structure de la division. Si tu es boulot, tu es dans la structure de la division. Si tu es Bamileke, tu es dans la structure de la division. Tu peux dire ce que tu veux. Fier d'être boulot, fier d'être chrétien, fier d'être Bamileke. Tu es simplement en train de conditionner la division. C'est tout ce que tu es en train de faire. C'est tout ce que tu es en train de faire. Écoutez, en fait, c'est ça de ça qu'il est question. Monsieur Timban ne peut pas être autre chose que d'être tribal. Monsieur Timban est un pasteur. Monsieur Timban est un croyant. Monsieur Timban est conditionné par la religion. Et la religion est la création d'une tribu. C'est la compilation d'idées appartenant à une tribu qui n'est pas la vôtre. Ça veut dire que si c'est que le boulou était très puissant, il aurait déjà une religion boulouin au Cameroun, dans le monde entier. Parce que le boulou aurait propagé son idéologie du monde en disant que les boulous sont les choisis de Dieu et seraient les choisis de Dieu. Ça serait la même chose pour les Bamileke, ça serait même pour les nordistes. La religion est une organisation de la pensée tribale, d'un groupe tribal n'étant pas de toute façon de notre région, de notre pays, de nos souches. C'est tout. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas du Cameroun. Mais ils sont, la religion, c'est l'organisation d'une pensée tribale, d'une pensée de division. Pour moi, ça ne me surprend pas. 80, regardez tous les pasteurs. Et regardez d'abord, tous les pasteurs Boulou, Ewondo, Betty, je ne sais pas quoi, sont pour le régime. Ils sont pour le régime de deux façons. Soit ils ne s'expriment pas contre le régime, soit ils s'expriment pour le régime. Maintenant, s'il y a peut-être des pasteurs... S'il y a des soi-disant pasteurs qui sont peut-être du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ça c'est une minorité. Ils sont des exceptions. Mais je parle ici de la tribu. Il est presque inconcevable. Pour un monsieur, imaginez le gouvernement était peut-être nordiste. Tous les pasteurs ou bien les imams seraient, soit ils allaient se taire contre le régime, soit ils seraient pour le régime, mais ils allaient se taire. De toute façon, dans l'inaction, dans la non-participation, tu es pour. Qui ne dit rien consent. Dès que tu es structuré dans la religion, tu deviens automatiquement. En fait, pour que tu sois religieux, il faut que tu sois automatiquement tribaliste. Sois quelqu'un qui est dans les divisions.
tribalisme, racisme, je ne sais pas quoi, mais des divisions. Et M. Timban n'est qu'au summum de l'expression. Voilà pourquoi il est vu. C'est parce qu'il est pasteur, parce qu'il se prend comme un pasteur. Le fidèle ne perçoit pas qu'il est un tribaliste, parce que le fidèle, il est qui? Qui le voit sur les réseaux sociaux. Il y a 10 millions, 20, 30 millions de fidèles camerounais, on ne sait même pas s'ils existent. C'est parce que c'est M. Timban qui parle. Quand on se dit, ouais, comment, comme ceci, il y a un tribaliste, pourquoi les Bamilekans font ceci? Mais en fait, vous êtes vous-même des tribalistes. Parce qu'un homme intelligent ne répond pas à un tribaliste par le tribalisme. Un homme intelligent ne répond pas au tribaliste par sa tribu. Il répond au tribaliste par l'intelligence et l'inclusivité. Il répond au tribaliste par l'expression de ce qui est rationnel. Par la défense des idées rationnelles. Ça veut dire, M. Timban peut dire, les Bamilekans ont fait ceci, tu demandes à M. Timban, ok, si les Bamilekans auraient fait cela, qu'est-ce que tu penses pour le Cameroun? Voici ce que moi je pense pour le Cameroun. Voici ce que je pense pour le monde. Voici ce que je pense pour l'univers. Mais te lever et te dire, ah, oui, M. Timban a fait quand même. Ça c'est le village. Le village. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir passé un petit moment avec moi. Vous m'avez compris. Vous avez pris conscience de ce que je veux partager. Vous savez de quoi il est question. Je ne vais pas vous tenir pendant longtemps. Ce samedi soir, sûrement, il y a des gens qui vont aller en boîte de nuit ou qui vont inventer une boîte de nuit à la maison. Et tout ce que je peux vous dire, c'est courage. Courage à vous tous. Courage à tous ceux qui sont engagés dans un combat pour l'instauration d'un réel état de droit au Cameroun et d'une réelle démocratie. Ceux qui sont de véritables citoyens du XXIe siècle. Ceux qui n'ont pas simplement le rêve, mais ont le chemin qui mène. Peuvent voir la route qui mène à la réalisation. Parce que beaucoup de gens peuvent avoir le rêve, mais ils ne connaissent pas le chemin qui mène. Ils ont besoin de quelqu'un qui les guide. Ça, c'est pas mauvais. Mais c'est encore surtout bien pour ceux qui connaissent où ils vont. Là, ils ne sont pas détournés par des choses inutiles. La mort d'un certain Pec. Et commencer à faire de ça une polémique. Oh, le régime l'a tué. Si le régime tue Pec, tant mieux. Ça fait un élément de moins. Si Pec meurt de sa propre mort, c'est normal parce que tout Camerounais mourra de sa propre mort. Même le président lui, Maurice Kamto, un jour mourra de sa propre mort. Donc, il ne faut pas qu'on directement tire des conclusions. Le régime l'a tué pour ceci. Le régime va tuer M. Pec. Pourquoi? Il a servi ce régime. Pourquoi on va le tuer? Si on tuait Maurice Kamto, tu pourrais encore dire que oui, c'est parce que Maurice Kamto a attaqué le régime. Mais M. Pec, il a servi le régime. S'il meurt d'un AVC, de la Covid, ou bien je ne sais pas quoi, d'un problème de déficience physiologique, ça arrive à tout le monde. Le plus important, la leçon que nous devons retenir en tant qu'être humain vivant, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos vies en fait. Et je l'ai toujours dit, nous sommes en fait la conscience. Nous sommes la conscience. Ce que vous appelez Dieu ou besoin, nous sommes ça. Plusieurs formes. C'est comme si Dieu avait pris plusieurs formes. La seule chose que nous devons remarquer, c'est que la conscience a une qualité. Elle est capable de souffrir, d'avoir les peines, d'avoir les joies, d'être frustré. Si nous sommes la conscience, directement nos divisions, l'endroit où nous sommes nés, la tribu dans laquelle nous sommes nés, les vents dans lesquels nous sommes deviennent moins importants. Pourquoi? Parce que ce qui devient important, c'est la capacité de souffrir. Et la recherche tout le temps, pendant toute notre vie, de comment éliminer la souffrance. Dès qu'on se met dans la focalisation qu'on veut éliminer la souffrance, c'est terminé. L'accident, la souffrance d'un être humain ne choisit pas sa tribu. La souffrance est conscience. C'est quelque chose de la conscience. C'est la capacité de la conscience. Si vous n'attachez pas la ceinture de sécurité pour votre enfant,
et qu'il y a un accident, il va sortir par la fenêtre. Qu'il soit à Bami, qu'il soit à Boulou, qu'il soit... Si les routes ne sont pas goudronnées et qu'il y a des accidents dans les routes, les gens vont mourir, qu'ils soient à Bami, Boulou, et Wondo, Aoussa, machin. Parce que la vie ne respecte pas nos identités tribales. La vie ne respecte pas nos identités religieuses. La vie s'en fout parce que ce n'est pas important en fait. La vie se concentre sur ce qui est important, la capacité de souffrir. Et que notre objectif, c'est de faire tout pour diminuer la capacité de souffrir. C'est pour ça que le président élu Moïse Kamto demande à un code électoral consensuel. Ce n'est pas par mot de politique. C'est parce que un code électoral consensuel diminue la capacité de souffrir du peuple camerounais. C'est pas pour rien qu'on demande la fin de la guerre aux nous. C'est pas parce qu'on est dans un parti politique ou dans une revendication juste pour avoir le pouvoir. C'est parce que les gens souffrent, des consciences sont en train de souffrir. Et il faut réduire la souffrance des consciences. C'est tout. C'est existentiel. Ce qu'on demande, ce que les êtres humains qui ont compris qu'ils sont des consciences demandent, c'est la réduction au fur et à mesure de la souffrance de toutes les autres consciences. Parce que la seule chose qui unit toutes les consciences, la conscience, c'est la capacité de souffrir. La capacité d'avoir la joie, la capacité d'avoir les peines, de les ressentir, de les vivre. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Rien d'autre que ça. Merci.